Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Je vous propose un nouveau voyage dans la folie du world building. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un autre truc de cosmogonie qui m'est passé par l'esprit parce que, mine de rien, je suis pas tout à fait satisfait de la proposition que j'avais faite la dernière fois. Si vous avez vu le hors-série précédent sur la Shadowmarch, vous avez vu que je vous avais parlé un peu de world building, des trucs qui servent à rien, de la cosmogonie et tout. Sachez que je suis encore en réflexion là-dessus, alors ça empêche pas du tout la campagne d'avancer, parce que comme on le sait, la cosmogonie, ça sert vraiment pas à grand-chose la plupart du temps. Ça veut pas dire jamais, ça veut bien dire la plupart du temps. Et ce que j'avais fait dans le hors-série numéro 1, c'était que je m'étais un peu amusé avec les concepts et les dieux existants de Shadow Dark, à essayer de raconter une histoire avec tout ça. Et honnêtement, je trouvais ça cool, hein. Je trouve que l'idée, elle est cool et tout. Il y avait un bon délire, mais j'en ai un autre. Et j'en ai un autre que je trouve fort sympathique, et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui découvrent ce concept pour la première fois, sachez qu'on va voyager dans un pur délire de world building, de création d'univers. Cette fois-ci, je vais moins prendre le temps de vous expliquer quelles sont les idées que j'ai essayé, qui m'inspirent ici, parce que en fait finalement c'est un peu les mêmes à chaque fois, hein. J'aime bien la question du destin, j'aime bien la question de... Enfin, je vous l'ai déjà faite celle-là. Un autre truc que vous savez peut-être si vous suivez la chaîne, c'est que j'adore Dead Genesis, qui est un univers post-apocalyptique sur lequel j'ai fait quelques vidéos. Honnêtement, j'ai pas le courage de vous expliquer le lore de cet univers. Il y a des vidéos en anglais, vous pouvez aussi acheter les livres qui sont toujours disponibles. D'ailleurs, il va bientôt y avoir un nouveau Kickstarter, financement participatif, je sais pas sur quelle plateforme ça va se faire, peut-être Ulule, peut-être Game On, je sais pas trop, pour les derniers livres de cette gamme qui s'est éteinte et dont l'univers est juste ouf. Vous savez aussi que j'aime beaucoup l'univers Deanna de la gamme Dragon. Un autre truc que j'aime pas mal, c'est Numenera. Voilà, il y a plein d'univers comme ça que j'aime bien. Et si vous les connaissez, vous retrouverez sûrement des inspirations dans le mythe fondateur dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer aussi, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi je refais ça, en fait? Enfin, quel est le besoin, en fait? Le besoin, clairement, il n'est pas là pour la Shadowmarch, hein, parce que la Shadowmarch, elle roule, et ce que je prépare pour la Shadowmarch, c'est des trucs pour jouer, c'est la suite du petit monde que j'ai créé et qui fait que s'étoffer, du bac à sable, et en fait finalement c'est assez indépendant de cette réflexion sur la cosmogonie. C'est pas immédiatement utile pour moi de réfléchir à tous ces trucs là, c'est vraiment pour le plaisir, mais ça commence à devenir un petit peu plus utilitariste d'une certaine manière, puisque j'ai vraiment envie de créer un univers maintenant autour d'Abara, d'essayer d'y mettre le plus de trucs que j'aime bien possible, avec le plus de cohérence possible. Et j'ai même une idée de campagne à faire jouer un petit peu, qui viendra peut-être après la Shadowmarch, je sais pas. J'aimerais bien avoir une cosmogonie qui me plaise, parce que l'idée de cette campagne, ce serait peut-être de partir directement de cette cosmogonie et de jouer à la toute première époque de cet univers, et de campagne en campagne avancer dans l'histoire de cet univers, c'est-à-dire plus réfléchir à un méga background, peut-être commencer à une époque un peu primitive de cet univers que je créerai, jouer une première campagne dedans, et suite à cette campagne, réfléchir à l'époque qui s'enchaîne et faire une campagne dans cette époque qui s'enchaîne. Genre vraiment, en fait, créer un monde primaire, jouer dedans, et au fur et à mesure, construire l'histoire avec ce qui se passe, et évidemment mes inputs propres, puisque le but, c'est pas forcément que les PJ à la fin aient des pouvoirs divins et construisent la suite de l'univers par eux-mêmes, mais que voilà, on traverse des époques. Donc j'essaye, c'est peut-être un délire de formaliser cet univers. Peut-être que, je sais pas, un jour ça donnera un livre de jeu de rôle, je n'en sais rien. Honnêtement, c'est pas du tout mon ambition en réalité. Mais j'ai vraiment envie d'avoir un univers un peu plus qui se construit, quoi. Pour moi, pour mes parties de jeu de rôle, peut-être à terme pour d'autres, je n'en sais rien. Donc je vais vous proposer un nouveau mythe. Cette fois-ci, on est un peu plus dans de la science fantasy, et l'idée c'est vraiment de créer un monde qui est la suite d'un autre. Donc c'est presque du post-apocalyptique, c'est vraiment des thèmes qui me plaisent. Le côté, il y a un effondrement et tout recommence. Typiquement, là j'ai regardé, vous savez, la nouvelle série Netflix. Comment ça s'appelle? Je sais plus, Notre Terre, un truc comme ça. Moi j'ai toujours été fan des dinosaures, j'aime bien l'histoire, j'aime bien ces trucs, et j'adore le fait qu'à certains moments tout s'effondre et on reconstruit sur les ruines de ce qui s'est passé avant. C'est d'ailleurs un des trucs que j'aime bien dans Dead Genesis et Numenera. Et pour ça, la science fantasy, je trouve que ça donne beaucoup d'idées. Parfois la science fantasy c'est juste là pour être gonzo, c'est-à-dire pouvoir
mettre un peu tout et n'importe quoi dans l'univers en disant qu'il y a plein de technologies avant. Je trouve ça cool. Je trouve pas ça cool tout seul. J'aime bien qu'il y ait des petites justifications et tout. Donc on est un peu dans ce délire-là. Donc le point de départ de cet univers, je le connais pas. C'est le principe de toute cosmogonie. On peut jamais retourner au tout début. C'est trop compliqué pour mon petit cerveau humain. Donc moi j'ai décidé de partir de quel était le monde d'avant et quel est celui dans lequel on va jouer. Le monde d'avant, je l'ai pas trouvé de nom, je l'ai appelé Yore, parce que Yore ça veut dire autrefois en anglais. On pourrait l'appeler autrefois, je sais pas si vous avez une idée, vous pouvez le mettre en commentaire. Faut que ça soit, je vous donne quand même des consignes, il faut que ce soit pas un mot sorti de nulle part, genre Kazakh Doom, Terra ou je sais pas quoi. Moi j'ai envie que ce soit un truc un peu stylé, limite juste un mot qui ait du sens en français et qui soit cool. Vous voyez un peu comme la corruption, on aime bien comme concept. Le monde d'avant, moi j'aime bien ça comme nom tout simplement, qu'il n'est pas forcément un nom ultra bizarre quoi. En tout cas voilà, on a ce monde d'avant et ce monde d'avant bah, c'est le monde de Yore, comme je l'appelle pour le moment. C'est évidemment le truc super high-tech qui va justifier toute la suite. On ne sait pas comment on en est arrivé là, mais à un moment donné, il y a une espèce, peut-être l'humain, peut-être que c'est ça en fait, qui est arrivé à un tel niveau de technologie qu'il maîtrise absolument toute la nanotechnologie. C'est-à-dire qu'on maîtrise jusqu'au niveau moléculaire et peut-être encore plus petit, absolument tout, donc on peut tout recréer à l'infini, on peut tout modeler. En fait, finalement, par la pensée et par des mots simples, on peut manipuler tout le monde qui en fait est réduit à l'état de poussière, hein, comme si tout n'était que poussière magique. On est dans l'infiniment petit. Et en prononçant des phrases, eh ben, on construit des bâtiments. La médecine est au top. Enfin, voilà, on est au max, on maîtrise parfaitement l'infiniment petit et tout le monde est capable plus ou moins de tout reconfigurer de manière très intuitive sans même avoir la connaissance. Au bout d'un moment, tout le monde oublie la connaissance de comment on en est arrivé là. Ça, c'est important. Donc on est dans un monde du coup qui est naturel, hein, mais qui est basé sur des molécules naturelles et tout. Hein. Peut-être qu'on y a injecté de l'électricité, une énergie spéciale pour pouvoir faire toutes ces manipulations à distance, j'en sais rien. Et c'est pas très important, j'ai pas envie de justifier ça. Mais du coup, vu qu'on est capable de tout manipuler, bah, tout est artificiel finalement, puisque on peut utiliser la poussière du monde physique comme bon nous semble, et donc tout a pu être remodelé à l'infini. Pour permettre ça, évidemment, il y a certainement une énergie incroyable, donc il y a peut-être un soleil, ça aussi, si vous avez un nom un peu stylé. Je pense qu'on a découvert peut-être un astre avec une énergie complètement infinie dans laquelle on a pu puiser pour en arriver là. Un soleil, je sais pas, le cœur de l'univers, j'en sais rien. Et très certainement que vu qu'on maintenant gère tout à l'instinct, etc., peut-être qu'il y a aussi une forme d'intelligence artificielle qui a tout simplement été injectée dans toute cette poussière. Et que c'est elle qui répond aux commandes des humains ou des premiers ou des anciens, je sais pas, ceux qui vivaient dans ce monde d'avant. Et évidemment, à un moment donné, tout ça va s'effondrer. Puisque le soleil, le cœur de l'univers, on va dire le soleil, on va s'arrêter là-dessus. Le soleil s'éteint. Il s'éteint. Je trouve assez stylé, quoi, comme truc apocalyptique dans le futur, quand tous les soleils s'éteignent, la vie s'arrête. Hein. Donc tout commence à s'éteindre et il y a un effondrement total des sources d'énergie. Et voyant cela, il y a eu plusieurs réactions parmi les êtres humains. Il y a eu ceux qui se sont dit c'est terminé et dont on parlera peut-être pas, ou alors peut-être qu'on leur trouvera une place plus tard, mais voilà, qui ont cédé totalement. Peut-être qu'il y a eu des guerres, que ça a créé un cataclysme et tout. Mais sinon, il y a deux autres catégories, on va dire, qui elles ont fait des choses qui ont un peu plus d'impact sur notre nouvel univers qui va se créer. Derrière, il y a ceux qui ont fui dans des paradis artificiels. C'est-à-dire, ça c'est une idée un peu qu'il y a dans... L'idée des paradis artificiels, c'est plutôt Eclipse Phase ou Matrix, ou ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment donné, qui ont décidé d'uploader leur conscience, leur âme, tout dépend de si on prend un point de vue scientifique ou spirituel. En tout cas, ils ont décidé de s'uploader dans des paradis artificiels, les paradis artificiels qu'on appelle de l'Abara. Et c'est là qu'on va retrouver le mot que j'aime bien utiliser pour tous mes noms d'univers, Abara. Donc ils s'uploadent là-dedans, dans un monde où tout est possible, un monde 100% numérique, et avec les réserves d'énergie qu'ils auront mises de côté, bah, ils se disent, bah voilà, on va vivre ultra longtemps là-dedans, et puis on finira par s'éteindre, et on verra pas la fin du monde, et ce sera terminé. Et puis ensuite, à côté de ça, il y a genre des élites intellectuelles, plus ou moins saines d'esprit. Donc ça, c'est vraiment l'idée de Genesis. J'ai pas envie de vous spoiler Genesis, mais il y a cette idée que voilà, face à la fin du monde, il y en a d'autres qui se disent c'est une opportunité pour en créer un nouveau derrière. Et nous, on va pas aller faire dodo comme les autres, ni s'entretuer. On va préparer un plan pour après. Donc il y a des gens, je pense, qui seront 7, parce que j'aime bien le nombre 7, qui ont décidé de survivre, quoi.
là où tout le monde allait s'éteindre, eux, ils ont fait leurs propres réserves. C'est un peu les survivalistes, slash génie, slash peut-être un peu fou, qui décident en fait de se dire, plus ou moins, on va se foutre dans des sarcophages en cryostase, si nécessaire, mais tant qu'on tiendra, on continuera à essayer de faire des choses, quoi. Et puis, si je dis élite, c'est parce que c'est sûrement des gens qui, contrairement à tous ceux qui vont décider de s'endormir dans les paradis artificiels de la Bara ou les autres, en fait, ont encore la compréhension de comment toutes les technologies fonctionnent, là où les autres, c'est devenu tellement instinctif. Vous voyez, comme moi, quand je me sers de mon téléphone, je sais pas comment ça marche à l'intérieur. Eux, ils ont encore ces connaissances-là, et donc ils se disent qu'ils peuvent faire un truc. Ils ont cet esprit scientifique, ils ont sûrement des équipes avec eux et tout, ils sont pas que 7 en réalité, mais voilà, ils créent une sorte de labo quelque part. On va les appeler les démiurges. Peut-être on leur trouvera un meilleur nom. À chaque fois, si vous avez des idées de noms, balancez, moi je suis très preneur, honnêtement. Donc ces démiurges, eux, pendant que tous les autres vont être dans les paradis artificiels de la Bara, ils vont se retrouver dans un truc que pour l'instant j'ai appelé la tour, qui est une sorte d'enclave technologique hyper puissante qui permet d'avoir un signal encore assez fort malgré l'énergie qui s'effondre partout pour essayer de contrôler les flux de poussière de nanites. Peut-être qu'il y a plusieurs tours aussi, je sais pas trop ce qui aurait le plus de sens. Je suis même pas sûr que j'ai besoin de vraiment l'expliquer en profondeur. Ils sont peut-être pas tous au même endroit, ces démiurges. Mais et voilà, eux ils restent parce qu'ils estiment qu'il y a une chance que les soleils reviennent en fait à un moment donné, se rallument quoi. Et donc pendant des millénaires, ils vont préparer leurs petits trucs dans leur coin. Ensuite, on arrive dans le nouveau monde. À un moment donné, l'énergie revient effectivement. Et le fait que tous ces soleils se rallument, ça va déclencher des automations, des procédures qui avaient été prévues. Ramener des âmes depuis les paradis artificiels de la Bara dans le monde. Et c'est à ce moment-là que chacun des plans des démiurges, leurs différents plans vont s'activer. En fait, ils ont chacun eu le temps de devenir bien fous dans leur solitude et dans leur sorte d'immortalité. Et donc, ça va créer des conflits, en fait. Et en gros, ces démiurges, ça va devenir nos véritables dieux. Vous voyez ? À terme, même s'ils sont dans l'ombre, ils vont être des forces vives importantes de ce nouveau monde qui va se créer. Et donc ils ont chacun des plans différents. Donc leur idée de base, là où ils étaient encore d'accord avant de se séparer, c'était de devoir recréer, en fait, au moment où ce serait possible, quand on pourrait ramener toutes les âmes de leur paradis artificiel, d'avoir créé un endroit pour qu'elles puissent vivre, quoi. Donc le plan de base, c'était vraiment de recréer la vie telle qu'elle. Et donc ça, c'est le plan que va conserver la gardienne. La première démiurge à laquelle j'ai pensé, qui pourra permettre d'être un peu la déesse de la nature, qui pourra peut-être apparaître sous forme d'hologramme, s'incarner par moments en manipulant les nanites, etc. Tout ce que les gens qui vont vivre dans le monde vont voir comme de la magie, vu qu'ils auront oublié toutes ces choses-là. Son but, c'est vraiment... Je pense elle se sera un peu uploadée, vous voyez, comme une sorte d'IA, mais qui est pas consciente de tout. Elle se sera uploadée quelque part, et puis elle essaiera de manipuler la nature pour maintenir la vie et faire en sorte que ça revienne comme avant. Une sorte de vision puritaine de ce que devrait être le nouveau monde. En profiter pour revenir à quelque chose de plus proche, ce qu'était le monde avant la chute de Yoré, là où tout le monde était devenu... finalement, c'était attaché aux artifices, était devenu un peu décadent dans l'idée. Donc ça, c'est la gardienne. À côté de ça, il y en a un autre, c'est le rêveur. Le rêveur, lui, c'est plutôt le mec qui pense que tout le monde devrait pouvoir être ce qu'il veut et que dans le monde, tout doit être possible. Et donc lui, il a un peu détourné le plan, puisqu'en fait, il s'est basé sur les rêves que faisaient les gens dans les paradis artificiels, puisque dans ces paradis numériques, les gens pouvaient vivre dans le monde qu'ils voulaient, plus ou moins, se retrouver comme ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient, se créer des enclaves numériques, des enclaves de la pensée, etc. Et donc lui, le rêveur, il a regardé ça, en fait, pendant ces milliers d'années. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'au moment où les âmes reviennent dans le monde physique, elles peuvent avoir la forme qu'elles veulent, et il modifie des mondes par-ci par-là pour que voilà, ces sortes de serveurs qu'on pouvait avoir, ces sortes de serveurs privés, puissent se faire, quoi. Donc ça fait que ça justifie l'existence de différentes races, en fait. S'il y a des gens, leur délire, c'était de se dire qu'ils étaient des elfes, vous voyez, quand ils vont revenir dans le monde physique, ils auront la forme des elfes. Et c'est pareil pour toutes les autres. Et ça va permettre de justifier toute la fantaisie. Même si finalement tous ces gens avaient un ancêtre commun, lorsqu'ils se sont uploadés dans le monde numérique, la forme physique qu'ils vont prendre, elle va dépendre de ce qu'ils avaient rêvé. Donc en fait, tous sont humains. On pourrait partir du principe que c'est des humains, ça donne plus de corps au truc. Si les premiers de l'avant étaient des humains, et en fait, ça crée une sorte de méta-humanité à la Shadowrun, sauf que c'est par un passage artificiel.
Ensuite, on a le précepteur. Le précepteur, lui, en fait, son idée, c'était que pour que le monde soit sauvé, en fait, lui, il était plus pessimiste, en fait, par rapport aux autres démiurges. Et donc, lui, il a décidé de voyager très, 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 très loin et de partir, en fait. Il est juste parti. Mais il a laissé un témoignage derrière lui. En fait, il s'est dit, si jamais, finalement, l'idée des autres démiurges, là, de faire revenir les gens un jour, fonctionne, il faut qu'on leur donne les chances de récupérer nos connaissances d'avant. Et donc, en fait, lui, il aura laissé des artefacts, des indices, des puzzles un peu partout, plein d'objets magiques. Parce que là, vu qu'on parle de milliers d'années qui sont passées, on pourrait pas avoir, du coup, un peu de donjons antiques, etc. Forcément, tout aurait dû tomber à la ruine potentiellement. Donc lui, en fait, il a laissé comme ça des sortes d'endroits, peut-être des donjons sous forme de pièges, justement. Littéralement, comme ça, ça justifie de faire des donjons, vous savez, avec des pièges qui n'ont aucun sens, avec des game design complètement fumés. Peut-être qu'il a laissé des sortes d'épreuves derrière lui pour qu'il y ait des gens qui puissent petit à petit réussir à revenir au niveau de connaissance de Yor. Par contre, lui-même, il est parti très très loin dans le cosmos pour aller voir s'il y avait autre chose. Donc ça, ce qui est cool, c'est que ça justifie aussi, je trouve, un petit peu le côté que dans beaucoup d'univers de fantasy, les magiciens, ils ont un dieu, mais leur dieu, il est moins interventionniste. Si par exemple je vénère la nature, la gardienne elle va peut-être m'entendre parfois et me donner une sorte de forme de magie divine. Par contre, si je vénère le précepteur, je peux avoir des traces du précepteur, vous voyez, sur des artefacts et tout. Par contre, il est trop loin et en fait il se préoccupe plus vraiment de la nouvelle vie naissante. Néanmoins, il y a des traces de lui et donc on peut le vénérer, lui chercher un nom, etc. Parce que aussi un truc à noter, c'est que quand j'appelle ces divinités, enfin les démiurges, la gardienne, le rêveur, le précepteur et tout, en fait les gens ne connaîtront pas leur nom parce qu'ils se cachent, leur présence est ténue. Ensuite il y aura le monstre, je pense. Le monstre, c'est celui à un moment donné, il s'est dit, en fait moi, quand les gens vont revenir là, je vais être tellement avancé intellectuellement par rapport à eux et tout, et peut-être qu'il a sombré dans la folie avec sa solitude et tout, qu'en fait au moment où les âmes commencent à revenir et à repeupler le monde, lui son seul intérêt c'est de créer le chaos. Donc ça permet d'avoir un dieu juste, une sorte de malin, quelqu'un qui aime bien juste le chaos, qui est pas fondamentalement mauvais, mais lui, tout ce qui compte pour lui, c'est qu'il est immortel, et il prend plaisir à voir les choses qui se déroulent, quoi. Le bordel, foutre le sbeul, quoi, et pourrir les plans des autres. Ensuite, il y aura la paladine, et la paladine, elle, ça va plutôt être quelqu'un qui a une vision de ce que devrait être l'équilibre et la justice, qui a très certainement développé une sorte, peut-être qu'elle a un petit peu un côté un peu plus crispé sur la morale, quoi. Elle s'est créée sa propre morale, donc elle va incarner la justice. Et je pense qu'elle va avoir une double facette, j'ai envie qu'elle ait une dualité, la paladine, parce qu'elle va toujours, un peu à l'image du monstre, en fait elle veut maintenir le monstre en vie d'une certaine manière, parce qu'elle a besoin que le mal existe, pour que le bien existe. Et en fait, elle se dit que, peut-être à tort, mais c'est juste sa vision philosophique, qu'en fait, les gens qui vont arriver vont avoir besoin d'adversité, etc., pour trouver du sens, etc. Et donc, à la fois, elle va être déesse de justice, et il va y avoir peut-être des églises, vous voyez, tout ce qui va être les trucs civilisation, lumière, etc. Ça, c'est important. Mais en fait, elle veut pas que ce but se réalise à terme. Elle veut qu'en fait, la lutte pour quelque chose et les valeurs et la morale restent pour que les choses gardent du sens, en fait, tout simplement. Elle n'a pas cette vision d'un monde parfait, un petit peu comme le rêveur, etc., parce qu'elle pense que c'est dans ce monde parfait qu'on va... C'est dans l'absolu... Dans l'absolutisme qu'on finit par arriver à l'excès, par se déshumaniser, comme ont pu le faire les gens de Yoré avant. Donc elle va avoir ce côté challenge, à vouloir affronter peut-être les autres démiurges, mais c'est dans l'affrontement que les choses prennent leur sens, et c'est dans les difficultés que les valeurs prennent leur sens aussi. Comment on fait pour prendre des décisions quand tout est chamboulé? Il faut des valeurs. C'est un peu ça l'idée de la paladine. Ensuite, je pense qu'il va y avoir son pendant inverse, qui lui va être quelqu'un lié à la destinée, quelque chose comme ça. Peut-être Providence, on pourrait l'appeler Providence, je sais pas. Et donc ça, ce serait plus la vision que j'avais du world building du hors-série précédent. C'était, c'est plus l'idée qu'il y a quelqu'un qui a envie de raconter une histoire, qui a un narratif. Donc en fait, ou alors le marionnettiste, je sais pas. Si vous avez une idée stylée de nom, envoyez. Ce sera quelqu'un en fait qui lui essaye de tout contrôler, quoi. Tout simplement, il veut juste avoir le contrôle en fait. C'est aussi simple que ça, mais qu'il y ait sûrement une certaine poésie derrière ça, quoi. Un peu à l'image du monstre finalement, sauf que le monstre lui c'est dans le chaos qu'il aime bien voir émerger les choses et s'en amuser, tandis que sûrement que j'aime bien la providence.
Je trouve que c'est stylé comme nom. Providence, lui, ce qu'il veut, c'est davantage... il est plus metteur en scène de tout ça. Ensuite, donc là, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e, je sais pas trop. J'hésite à en laisser un inconnu, un peu comme The Lost dans Shadow Dark. On sait pas ce que c'est et on sait pas ce qu'il va finir par faire et tout. Ça me laisse un levier. Je suis pas obligé d'avoir tout en tête tout de suite. Mais voilà, il y en aura 7 sûrement. Et ensuite, je pense ajouter un dernier truc. C'est des IA folles, en fait des résidus du passé, une sorte de... Parce que j'ai cette idée de corruption, vous voyez. J'adore l'idée de la corruption, et j'adore l'idée aussi du fait qu'il y ait une intelligence collective qui essaie de dominer un peu à la Alien, ou un peu comme des insectes, un truc comme ça. Ce genre de menace-là, je kiffe. Et j'ai pensé à faire l'écho et le flux. Je pense qu'en fait, l'écho et le flux, ce sont des plans d'autres démiurges qui peut-être sont morts, quelque chose comme ça, des trucs qui persistent et que les démiurges survivants n'ont pas pu arrêter et qui continuent de parasiter en fait le monde. L'écho, ce serait l'idée que même si tout devait s'arrêter, il faudrait que une forme d'intelligence persiste, même si elle ne doit pas être humaine. Donc c'est vraiment le truc de l'intelligence artificielle, littéralement. On a créé un truc qui se régénère tout seul. Et l'écho, pour moi, c'est les morts vivants. En fait, puisque tout est poussière, hein, comme on a dit, tout est poussière de nanite, en fait, les êtres vivants aussi. C'est-à-dire que les mecs, les humains qui vont ressortir des rêves de la bara là, et qui vont se réincarner et redécouvrir un monde, en fait, leur corps il va être créé artificiellement. Enfin, en fait, la limite entre ce qui est artificiel ou pas, c'est difficile à définir en réalité quand on arrive à ces stades de technologie. Et donc, du coup, l'écho, en fait, lui, il est en mode, même si tout le monde devait mourir, qu'il devait plus y avoir vraiment d'âme, si on croit dans l'âme, je vais refaire se relever les corps, etc., pour qu'il y ait quelque chose qui persiste. Et donc ça, c'est vraiment le côté mort-vivant. Tandis que le flux, là, c'est vraiment l'idée de la masse critique. Vous savez, cette théorie comme quoi il pourrait y avoir une masse critique dans l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une idée directement inspirée de Dead Genesis. En fait, le flux, c'est une intelligence artificielle qui, elle, essaye de maintenir surtout toutes les connaissances de l'humanité. C'est ça qui est le plus important. Et en fait... son truc, c'est qu'elle essaie de tout reconfigurer dans un seul collectif, voire même de tout unir à la fin. Donc c'est un peu l'idée que j'avais déjà pour Muglub et tout, quand on parlait plutôt des dieux de Shadow Dark et tout. Donc ça va permettre une certaine forme de corruption et d'avoir une sorte de collectif un peu comme les ergs, ce genre de délire là. Vous voyez, si vous connaissez un peu des univers, il y en a plein qui ont des trucs comme ça. Comment on justifie la magie dans cet univers ? Tout simplement, puisque si on retrouve les mots de Yor qui permettent de manipuler les nanites, on va pouvoir lancer les sorts. La magie divine, c'est quand on va aller... toutes les magies en fait, qui ne sont pas directement liées au fait de réinvoquer ces anciens codes de l'ancien temps, tout ce qui est divin, la nature, je sais pas quoi, tout le bordel, ça pourra être lié tout simplement au démiurge. Si j'arrive à convaincre la protectrice que je suis un bon agent, peut-être elle va me donner la gardienne, pardon. Peut-être qu'elle va me donner des pouvoirs pour contrôler ce qui semble être naturel, etc. Tandis que si je me tourne plutôt vers le monstre, ce sera plutôt le diable, quoi. Je pourrais peut-être faire des pactes, etc. Ensuite, pour justifier les différentes espèces, j'en ai déjà parlé, il y a le démiurge, le rêveur, qui a permis, en tout cas dans un premier temps, à tout le monde de se réincarner dans la forme qu'il voulait, et de faire en sorte qu'en fait des mondes complètement imaginaires de l'Abara s'incarnent. Ensuite, je pense que pour justement créer des plans alternatifs, il peut y avoir cette idée que, à l'époque de Yor, l'espace et le temps, on pouvait un peu le courber et tout. Donc, technologiquement, on peut le justifier de manière un peu faux-folle. Et on peut aussi se dire qu'il y a des déformations un peu de l'Abara. Il y a des échos des mondes rêvés de l'Abara qui font qu'en fait, il y a des mondes parallèles. Les mondes générés dans les paradis artificiels se sont matérialisés dans des sortes de poches, des trucs comme ça. Et du coup, je pense que un autre élément un peu fondateur de l'univers, ça va être cette relation que les gens qui reviennent ont à l'Abara, en fait. Ils peuvent avoir ces sortes de flash de ce paradis artificiel et avoir envie de le reproduire autour d'eux. Et ça peut leur donner des visions, créer ces trucs un peu bizarres qu'on aime bien dans la fantasy, vous voyez. Et tout le monde peut avoir intuitivement le mot Abara qui lui vient naturellement. Tout le monde peut avoir ce souvenir de ces paradis perdus et il peut y avoir un peu cette douleur de se retrouver dans le monde physique, un peu de renaître
la douleur de l'accouchement, d'une certaine manière, de je respire à nouveau, je reviens dans le monde comme dans Matrix. Et en fait, j'ai envie d'y retourner dans cet apparat, et tout ça, ça va pouvoir porter un peu l'idée des idéologies, des utopies qu'on se fait, de ces gens qui sont un peu visionnaires, mais on ne sait pas trop d'où ça leur vient, et qui parfois nous mènent à notre perte, hein, d'ailleurs, dans le fait d'essayer de réaliser ces visions. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je pense aussi que ces âmes, elles sont fatiguées, parce que déjà avant d'être partis dans les paradis artificiels, ces gens-là, ils avaient perdu plus ou moins toutes leurs connaissances, et ils étaient plus ou moins déjà en léthargie, puisqu'ils étaient complètement assistés par leur technologie. Ensuite, ils vont dans des mondes où tout est possible, donc en fait, quand tout est possible, bah, on perd pied, quoi. Donc je pense que quand ils reviennent dans le monde physique, c'est vraiment plus que des échos de leur passé qu'ils ont. C'est ça qui justifie aussi qu'on peut retourner à une ère vraiment primitive, vous voyez. Finalement, pour tout ce qui va être des monstres, des trucs comme ça, bah, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à creuser avec des artefacts ou à entrer en contact un petit peu avec les démiurges et tout, et qui vont pouvoir petit à petit devenir des démons, des machins, des bidules. Et ce que j'aime bien, c'est aussi le fait que, comme il y a cette fameuse interaction entre les paradis de la Bara et le monde physique, et ben tout ce qui va être tradition, croyance, mythe, toutes ces idées un peu folles, ça va pouvoir se traduire dans l'univers physique. Ça, c'est une idée que j'adore à chaque fois dans les univers, quand en fait les gens, quand ils croient qu'il y a le grand méchant loup à la forêt, le grand méchant loup finit par apparaître, vous voyez. Bah ça, c'est aussi justifiable avec ce truc. Donc honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi proche d'un truc non seulement qui me plaît, mais que je trouve cohérent. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles je peux avoir envie de penser en termes de tropes et tout, qui se justifient simplement avec ce petit côté science fantasy. Alors évidemment, encore une fois, c'est assez facile, hein. Enfin, je veux dire, on peut tout justifier et on n'en a pas besoin, encore une fois. Mais voilà, moi je suis content de moi pour ça, et je pense que ça va être ma nouvelle base de réflexion. Et puis ça va me permettre de jouer un peu, peut-être cette idée, ouais, de faire le world building en allant, quoi, de recommencer à un univers primal, je sais pas, genre, j'ai presque envie de jouer genre des mecs qui se réveillent, mémoire effacée, ils sont adultes dans un monde primitif, et hop, ça c'est le début de la première campagne, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, si vous avez des idées pour les noms, c'est même pas pour le référencement que je vous dis ça, hein, vous pouvez me les donner sur Discord, je m'en fous. Mais ça m'intéresse vraiment. Évidemment, si vous voulez mettre en commentaire pour aider au référencement, c'est cool. Et puis voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez, même comme concept et tout? Moi, je suis preneur de tout, que vous verriez bien fitter dans cet univers, genre en termes de tropes, en termes de machin de bidule. Je suis ultra preneur. Avoir une conversation avec d'autres, plus collectivement, discuter de ces idées. Est-ce que ça vous inspire des trucs? Je sais pas. Ça m'intéresse, quoi, parce que avoir des retours, en fait, sur ces trucs que sinon je partagerais pas parce qu'ils nourrissent pas directement mes campagnes de jeux de rôle, vous voyez, c'est des sortes de secrets. Bah ça m'intéresse. Donc honnêtement, si vous avez des trucs à lâcher sur Discord, peut-être que vous avez déjà eu des idées fort semblables, en fait, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ça m'intéresse. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout ça. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous ne trouvez pas ça complètement futile et que ça vous fait un peu rêver aussi. Au revoir!